bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Dans ce podcast, je réfléchis à comment répondre à certains défis de la société en utilisant les connaissances qu'on a sur nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas créer une société saine sur un peuple malade, je crois que remettre un peu d'humanité au cœur de notre système ne ferait pas de mal et surtout nous permettrait d'évoluer vers une société bien plus belle et prospère. Moi, c'est Laetitia Girard et dans ces épisodes, je vous invite à partager mes réflexions, mes idées et mes points de vue. Bonne écoute! Peut-on prouver l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle sans preuve matérielle ? En France, moins de 1% des viols aboutissent à une condamnation. En 2008, Thoraya Obed, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, déclarait « La violence contre les femmes est le crime le plus répandu et le moins puni à travers le monde ». Depuis, il y a eu MeToo, Balance ton porc et même une chanson d'Angèle sur le sujet. Balance ton quoi? Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Pourtant, les choses ont assez peu changé. S'il y a de plus en plus de pression sociale pour que les victimes de viol soient reconnues et les agresseurs condamnés, la réalité devant les tribunaux est assez différente et la justice bien souvent à la traîne. Il faut dire stop aux violences sexistes et sexuelles. On n'est pas entendu. Encore aujourd'hui, nombreuses femmes se font violer et on leur demande comment elles étaient habillées. On remet en doute leurs paroles. J'ai vécu une agression sexuelle dans mon enfance et elle n'a pas été pénalisée. Et je trouve ça injuste. La raison, c'est déjà que la plupart des victimes ne portent pas plainte. Seulement une femme sur 10 se rend dans un commissariat pour déclarer son agression, où elle est plus ou moins bien reçue, en fonction de notamment sa tenue vestimentaire et du policier qui prend sa plainte. Ensuite, beaucoup sont classés comme de simples agressions sexuelles. Oui, parce que visiblement, c'est un sujet pour lequel passer de crime à délit ne pose pas vraiment de problème. Donc 60 à 80% des viols sont donc déclassés, car selon le ministère de la Justice, c'est une pratique nécessaire pour lutter contre l'encombrement des assises. Je précise juste que la cour d'assises, c'est le lieu dans lequel sont jugés les crimes, et que les délits sont jugés, eux, devant les tribunaux correctionnels. Donc voilà, si les viols ne sont pas condamnés, c'est parce que, en fait, il y a un petit peu trop de monde qui est concerné et que ça remplit les tribunaux. Lorsqu'une affaire de viol a la chance, et je mets des guillemets, d'être jugée, la seule preuve du crime, c'est souvent la parole de la victime. Il peut ne pas y avoir de preuves physiques, notamment si les faits se sont produits plusieurs jours, mois ou années auparavant. Parole de la victime qui est évidemment remise en cause par celle de l'accusé, et à parole contre parole, comme la présomption d'innocence prévaut, sans preuve, pas de condamnation. Alors je me suis demandé, y a-t-il d'autres preuves, incontestables mais pas matérielles, qui pourraient être utilisées dans ces crimes si difficiles à juger ? Déjà, essayons de comprendre ce qu'est un viol. La définition du viol et des agressions sexuelles a beaucoup évolué au fil des ans. Au départ, le viol est considéré comme un attentat à la pudeur, et il faudra attendre 1857 pour avoir la première définition juridique du viol, qui sera alors définie comme le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté. La libération de la parole autour du viol et des agressions sexuelles a commencé en 1970, portée par le MLF, Mouvement de libération des femmes, plus connu pour avoir défendu le droit à l'avortement. En 1972, lors d'une journée de manifestation, des femmes partagent publiquement et pour la première fois leurs souffrances et les sévices sexuels qu'elles ont subis. C'est en mai 1978 qu'un procès va tout changer. Gisèle Halimi, qui milite depuis déjà de nombreuses années pour le droit des femmes et le droit à l'avortement notamment, défend deux jeunes femmes. Elle obtient que le procès soit rendu public pour sensibiliser à la question des violences sexuelles faites aux femmes. Le procès est très suivi et aboutira sur la condamnation de 6 ans de prison pour l'un des accusés et 4 ans pour les deux autres. Et à la cour d'assises, nous demandons qu'il n'y ait pas de huis clos. Nous voulons donc la publicité. En 1980, une loi est finalement adoptée pour reconnaître le viol comme étant un crime, dont l'acte est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
En 1992, le viol entre époux est enfin reconnu. Oui, parce qu'avant il y avait ce qu'on appelait le devoir conjugal, et la femme se devait de satisfaire les envies de son mari. Alors évidemment, dans l'autre sens, il n'y avait pas de devoir qui tienne, hein. Alors c'était un devoir conjugal, mais à sens unique. Finalement, en 2018 et 2021, la loi sur les violences sexuelles est renforcée pour mieux prendre en compte les viols sur les mineurs et l'inceste. La définition du viol telle qu'elle est considérée aujourd'hui dans la loi dit que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Si la définition du viol est claire pour tout le monde, celle du consentement l'est beaucoup moins. Et c'est l'un des principaux défis pour reconnaître si la relation sexuelle qui a eu lieu est bien un viol ou non. L'Europe essaie d'harmoniser les droits des citoyens des différents États membres en créant une loi commune, ou en tout cas une base commune de définition des violences sexuelles, dont la notion de consentement est au cœur. Et c'est justement cette notion de consentement qui bloque un petit peu. La Commission européenne voudrait que le viol soit défini comme un acte sexuel avec absence de consentement. Mais certains pays, dont la France bien sûr, ne sont pas d'accord. Écoutez, on peut se demander ce qui les gêne, parce que la définition, elle est assez simple. C'est un acte sexuel sans consentement est un viol. Donc on peut être quand même assez étonné de voir ces États résister à cela. En France et dans les pays qui n'ont pas adopté cette notion de non-consentement pour définir un viol, la femme doit prouver qu'elle a résisté à son agresseur pour que son viol soit considéré comme tel. Et de préférence avoir des marques sur le corps pour les démontrer, hein, évidemment. Sauf que c'est bien mal connaître la nature humaine et ses mécanismes de défense. Notre système nerveux autonome régule notre état physiologique selon 3 niveaux. Le sentiment de sécurité qu'on éprouve à un moment donné détermine lequel de ces niveaux est activé. Comme on est des êtres sociaux, notre premier réflexe quand on est menacé, c'est de chercher de l'aide et du réconfort dans notre entourage. Bon, c'est pour ça que quand vous vous sentez pas bien, vous allez faire un câlin à quelqu'un. Mais s'il n'y a personne autour de nous ou que le danger est imminent, on adopte un mode de défense plus primitif, celui très connu de la lutte ou de la fuite qui correspond au niveau 2. Si on peut pas non plus fuir ou lutter parce qu'on est coincé, attaché, maîtrisé de force, bloqué dans un ascenseur, n'importe, à partir du moment où on peut pas supprimer la menace en repoussant notre assaillant ou en se réfugiant dans un endroit sûr, c'est le niveau 3 qui s'active. Le niveau 3, c'est vraiment la dernière ressource de notre corps pour se protéger. En fait, l'organisme va se fermer et essayer de dépenser le moins d'énergie possible. On se retrouve alors dans un état qu'on appelle de blocage ou d'immobilisme, que connaissent malheureusement très bien les victimes de viol, mais aussi les femmes et les enfants battus ou toute victime qui ne peut pas échapper à son agresseur. Donc il faut vraiment comprendre que c'est un mécanisme de défense tout à fait normal de ne pas réagir quand on en a, en fait, pas la possibilité. Quand on est au niveau d'insécurité 3, on peut se sentir nauséeux, on peut ne plus sentir la douleur physique, on peut sentir son cœur se ralentir, avoir presque un effet de mort imminente. Et c'est dans cet état-là que se produit ce qu'on appelle la dissociation. Si vous voulez tout savoir, c'est la Minute Science. C'est le système vagal dorsal qui s'active à ce moment-là, relié au cerveau reptilien, qui est une partie très ancienne de notre système nerveux. Il s'est développé quand on était encore des reptiles, enfin nos ancêtres du coup, donc il y a quelques millions d'années, milliards même peut-être. Vous pouvez d'ailleurs voir ce comportement très facilement en allant dans n'importe quelle animalerie. Vous verrez que les mammifères, les petites souris vont se regrouper et se blottir les unes contre les autres, alors que les reptiles, eux, restent plutôt inertes dans leur coin. Et quand il s'agit de survie, de toute façon, les parties du cerveau qui se sont développées le plus tôt dans l'histoire de l'évolution prennent le dessus. Donc même si une victime veut se défendre, elle ne peut pas forcément physiologiquement le faire. Et ce serait sympa que les tribunaux prennent un petit peu plus ça en considération. Voilà, c'est la fin de la Minute Science. Donc si le qualificatif de viol n'est attribué que s'il y a eu défense de la victime, on a un petit problème en fait. Pourtant, la notion de non-consentement permettrait d'augmenter un peu le taux de condamnation, comme ça a été le cas dans les pays où la loi a été modifiée en ce sens, comme la Suède ou le Canada.
mais pour que la notion de présomption d'innocence reste le principe juridique qui fait foi, ce qui est le leitmotiv des États qui refusent la loi européenne, il faut que la victime apporte des preuves. Parce que c'est la personne qui porte plainte qui doit prouver qu'elle a raison et pas le contraire. En France, pour qu'une agression sexuelle soit condamnée, il faut démontrer qu'il y a eu acte sexuel, que c'était bien la finalité sexuelle qui était recherchée par l'auteur, et qu'il y a eu usage de violence, contrainte, menace ou surprise. Mais ces preuves sont très difficiles à démontrer, puisque pour avoir des preuves matérielles, il faut déjà pouvoir se faire examiner dans les heures qui suivent ce viol, ce qui n'est pas toujours faisable, notamment pour les mineurs. Et en plus, il n'y a pas forcément de traces, notamment quand le coupable est une personne connue de la victime, ce qui arrive en fait dans la majorité des cas. Le juge peut aussi s'appuyer sur des aveux ou témoignages s'ils sont pertinents et vérifiés pour appuyer le témoignage de la victime. Et le troisième type de preuve qui peut être apportée, c'est l'expertise psychiatrique judiciaire, quand elle est faite, qui consiste à déterminer la crédibilité de la victime. Oui, celle de la victime, pas de l'agresseur. L'agression sexuelle et le viol étant les seuls délits ou crimes pour lesquels des expertises de crédibilité sont demandées, ce qui n'est normalement ni obligatoire, ni prévu par la loi. Pourtant, c'est là où ça devient intéressant. Ce qui est pointé du doigt dans les expertises psychologiques et psychiatriques, c'est la subjectivité de la personne qui les réalise et donc la valeur réelle de leur témoignage. En plus, les victimes dissociées qui peuvent présenter des comportements détachés ou une apparente insensibilité émotionnelle courent un plus grand risque de ne pas être crues ou reconnues par la justice. Pourtant, c'est exactement ça qui pourrait apporter une preuve objective et scientifique même des années après que l'événement se soit produit. Parce que bien qu'un traumatisme soit vécu et exprimé différemment par chaque personne, dissocié ou non, il y a une chose que tous les traumatisés ont en commun. Un corps. Le traumatisme n'est pas seulement un événement qui s'est produit dans le passé. C'est aussi une empreinte laissée sur l'esprit, le cerveau et le corps d'une personne qui peut être observée encore bien des années plus tard. Boston, 1994. Marsha est allongée dans le scanner. Elle sait exactement ce qui va se passer ensuite. Pourtant, elle reste calme. Le psychiatre lui a tout expliqué et elle sait exactement à quoi s'attendre. 13 ans plus tôt, un événement a chamboulé sa vie, radicalement. Depuis, elle a retrouvé une vie normale, mais cet événement la hante toujours. 13 ans plus tôt, alors qu'elle est enceinte de 7 mois, Marsha part chercher sa fille de 5 ans au centre aéré. En redémarrant la voiture, un bip se met à retentir. Une ceinture n'est pas attachée, celle de sa fille. « Attache-toi », lui demande-t-elle. Comme l'enfant ne le fait pas, elle tend la main en arrière pour attraper la ceinture et attacher sa fille. Ne voyant pas que le feu venait de passer au rouge, elle passe. Et le drame se produit. Sa voiture entre en collision avec une autre. Ce jour-là, elle perd sa fille et l'enfant qu'elle attendait. Cette histoire, elle l'a racontée au psychiatre. Et ensemble, ils ont établi un scénario qui reproduirait son traumatisme. Plus précisément, ils ont pris des bribes isolées de cet événement. Des images, des sons et des sensations, plutôt que l'histoire intégrale. Parce que les psychiatres savent que les traumatismes se vivent de manière fragmentée. De ces informations, ils en ont fait un enregistrement vocal. Et c'est cet enregistrement que Marsha s'apprête à écouter, allongée dans son scanner. Dès que le magnétophone s'enclenche, son cœur s'emballe, sa tension monte en flèche. Le simple fait d'entendre ce scénario qu'elle a pourtant elle-même écrit avec le médecin réactive chez elle les mêmes réactions physiologiques que lors de l'accident, 13 ans plus tôt. Au même moment, sur l'écran qui affiche l'activité cérébrale de Marsha, une énorme tache rouge apparaît. L'amygdale, la partie du cerveau qui réagit aux émotions fortes, s'affole. Une cascade d'hormones de stress et d'influx nerveux inonde le corps de celle qui est pourtant tranquillement allongée dans un scanner. Derrière son écran,
Le psychiatre voit l'hémisphère gauche de sa patiente, l'hémisphère responsable de la parole, celui qui permet de se rappeler des faits de manière logique et ordonnée, d'associer des mots à un événement, s'éteindre. Marsha revit son traumatisme aussi intensément que la première fois, son corps se rappelle parfaitement de cet événement. Marsha et toutes les autres personnes qui ont accepté de revivre leur traumatisme, quel qu'il soit pour cette expérience, ont montré les mêmes réactions. Une montée de stress soudaine et intense, ainsi qu'une désactivation d'une partie du cerveau gauche. Depuis, les preuves de l'impact du traumatisme sur un individu se sont multipliées. On sait que lorsqu'on est de nouveau confronté à quelque chose qui nous rappelle un événement traumatique, notre cerveau gauche laisse la place au cerveau droit, qui agit comme si l'événement passé avait lieu au moment présent, ou comme si on revivait la même situation de nouveau à l'instant présent. Le traumatisme réorganise profondément la manière dont notre cerveau et l'esprit gèrent les perceptions. Il entrave la manière de parler de l'événement en lui-même parce qu'il désactive la partie du cerveau qui fait le lien entre les mots et les sensations. Donc, un procès qui mettra en cause juste la parole d'une victime contre celle de son agresseur ne peut pas être équitable. Les souvenirs ordinaires et les souvenirs traumatiques s'expriment et se ressentent de manière complètement différente. Et ces souvenirs sont visibles et mesurables avec un scanner. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos connaissances en neurosciences et en psychologie pour prouver que oui, une personne, homme, femme ou enfant, a bien été victime de viol ou d'agression sexuelle, même si les faits se sont passés plusieurs mois ou années plus tôt? On sait mesurer la tension artérielle, on sait mesurer les fluctuations hormonales, on sait observer l'activité cérébrale en temps réel. Si on peut démontrer que ces facteurs réagissent au témoignage de la victime en adoptant un schéma de mémoire traumatique, est-ce que ce ne serait pas suffisant pour prouver que le crime a bien eu lieu? Est-ce que ces preuves ne seraient pas suffisamment scientifiques, fondées et objectives pour être présentées devant un tribunal? Les preuves matérielles de ces crimes existent. Elles ne sont juste pas toujours là où on les cherche, mais elles sont toujours au plus près du lieu du crime, dans le corps même de la victime. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.